Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce format d'entretien de spatialistes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est chaud dans l'actualité depuis plusieurs semaines, à savoir Vénus. Et pour en parler, j'ai invité Emmanuel Marc, qui est spécialiste justement des atmosphères de Vénus. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail, s'il te plaît ? Alors, donc je suis maître de conférence en planétologie au laboratoire Latmos, qui est situé à Guyancourt en région parisienne. Et j'enseigne également à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, membre de l'université Paris-Saclay. Alors, il me semble que tu as fait ta thèse déjà sur l'atmosphère de Vénus. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consistaient ces travaux ? Oui, effectivement, donc ça remonte maintenant entre 2003 et 2006, où à partir de données qu'on avait enregistrées depuis des télescopes sur Terre, le télescope était situé à Hawaï, on avait analysé la lumière infrarouge qui venait de l'atmosphère très profonde ou même de la surface de Vénus, de façon à pouvoir mesurer la composition de cette atmosphère et essayer d'en déduire des choses sur des processus chimiques ou bien même l'activité géologique de la planète si les gaz en question étaient volcaniques. Toi, tu as utilisé pour ta thèse des télescopes qui étaient terrestres, on est d'accord ? Oui, voilà. Et après, j'ai basculé du côté spatial en post-doctorat, où entre-temps, la mission Vénus Express avait décollé et avait commencé à acquérir des données autour de Vénus en 2006. Et donc j'ai pu appliquer directement ce que j'avais développé pendant la thèse, c'était même un peu l'idée, de les appliquer aux données enregistrées par la sonde Vénus Express, qui enregistrait le même type de spectre, mais sans tous les soucis qui viennent avec l'atmosphère terrestre, et qui empêchaient une interprétation plus complète. Tant qu'elle a fonctionné, donc jusqu'à peu près 2014, lorsqu'elle s'est écrasée dans l'atmosphère de Vénus. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de l'exploration robotique vénusienne ? Parce que non seulement on s'est mis en orbite avec des sondes autour de la planète, mais on s'est posé dessus aussi. Est-ce que tu pourrais nous faire un rapide aperçu de ce qu'on a pu y voir et y faire ? Alors c'est assez amusant, Vénus est vraiment le premier objet, à part la Lune, vers lequel on a envoyé des sondes spatiales. À la fois les soviétiques et les américains, dès le début des années 60, ont envoyé des sondes vers Vénus. Alors ça a été vraiment progressif. Au début, c'était juste des survols parce qu'on ne savait pas se mettre en orbite, puis des mises en orbite autour de la planète, et enfin essayer de se poser à la surface. Et je dis bien essayer parce que c'est un processus qui a été très long. Et à chaque fois qu'on essayait de poser quelque chose sur Vénus, ça finissait par craquer sous l'effet de la chaleur et de la pression. Et donc ça demandait pas mal d'essais-erreurs, avec à chaque fois des sondes qui descendaient un petit peu plus bas, un petit peu plus chaud, jusqu'à finalement, je crois que c'était au début des années 70, le premier atterrisseur, soviétique pour le coup, qui s'est posé à la surface de Vénus et qui a pu confirmer la pression énorme à 92 atmosphères, donc comme si on était à 1 km de profondeur sous les océans. Et les températures à 450 degrés qui étaient vraiment insoupçonnées avant l'époque spatiale, où le Vénus était plutôt vu comme une espèce de jungle tropicale cachée par des nuages, mais avec des températures chaudes, mais pas à ce point. Donc ça a été vraiment à la fois, pour pas le cacher, une déception, parce qu'on s'attendait à trouver une planète vraiment plus proche de la Terre, et en même temps une énorme surprise d'expliquer comment une planète pouvait tourner avec des conditions aussi terribles. Alors les soviétiques ont réitéré leur exploit à plusieurs reprises, et les derniers atterrisseurs qu'on a eus sur Vénus remontent au début des années 1980, où avec les progrès technologiques, ils pouvaient tenir jusqu'à peu près 90 minutes dans les conditions vénusiennes. Et ont pu envoyer quelques photographies en couleur, qui sont encore les seules dont on dispose de la surface de Vénus, et ça va faire bientôt 40 ans. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a appris de Vénus ? On est passé d'une planète où on imaginait une jungle luxuriante à un espèce d'enfer bouillant. C'est ça vraiment une espèce d'enfer, donc un endroit où il n'y a pas de répit, que ce soit pendant le jour ou pendant la nuit. Une atmosphère aussi épaisse, ça moyenne les températures, quelle que soit l'époque. Il n'y a pas vraiment de saison sur Vénus, puisque là c'est pas incliné, donc il n'y a pas non plus de répit saisonnier. Et qu'on aille au pôle ou à l'équateur, l'atmosphère est si bien mélangée ou si épaisse qu'elle réussit à répartir les températures partout. Le seul salut qu'on a sur Vénus, si on veut échapper à cette chaleur, c'est de monter en altitude.
Dès qu'on monte en altitude sur Terre, on perd à peu près 6 degrés par kilomètre. Sur Vénus, on perd à peu près 10 degrés par kilomètre d'altitude. Et donc, pour peu qu'on monte au sommet des plus hautes montagnes de Vénus, qui sont à peu près comme sur Terre à 10 km d'altitude par rapport à la surface, et bien là, on a un répit relatif où il ne fait plus que 350 degrés et pas 450. Alors c'est insuffisant effectivement pour l'hospitalité de la planète, mais si on continue encore un peu plus haut, et c'est là où la chose devient un petit peu plus amusante, c'est quand on arrive à la zone des nuages de Vénus, qui est située à peu près à 40-50 km au-dessus de la surface, mais où pour le coup les températures sont redescendues à un niveau tout à fait confortable, on va dire entre 0 et 100 degrés, et à des pressions atmosphériques qui correspondent à peu près à celles de la Terre. Donc le seul aspect gênant de cette zone, on va dire idyllique de l'atmosphère de Vénus, c'est que ces nuages sont composés non pas de gouttelettes d'eau, comme on l'a longtemps cru d'ailleurs, mais en fait on s'est rendu compte depuis qu'elles étaient composées en fait d'une solution très concentrée d'acide sulfurique. Donc c'est une planète rocheuse, on peut se poser dessus. Et en termes de géologie, qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'elle est encore active? On sait qu'il y a des volcans, mais est-ce qu'ils sont toujours en activité? On sait que Vénus a été active volcaniquement dans un passé assez récent. Assez récent, il y a des gens qui disent ça fait quelques dizaines de millions d'années donc c'est récent, et d'autres qui disent non, c'est encore actif maintenant. Pour le coup, effectivement, il faut trancher. On n'a pas encore surpris en direct d'éruptions volcaniques indiscutables sur Vénus. En revanche, on a plusieurs indices. Si je devais comparer ça à une enquête policière, on n'a pas de flagrant délit, mais on a toute une série d'indices assez sérieux pour pouvoir vraiment formuler l'hypothèse que Vénus est toujours active de nos jours. Peut-être le plus direct, c'est des anomalies chaudes qui ont été détectées justement par émission infrarouge, donc des zones de la surface qui semblent plus chaudes qu'elles ne devraient être de façon transitoire. Et lorsqu'on revient quelques semaines plus tard au-dessus du même point, la température est redescendue à un niveau normal. Enfin, un niveau normal pour Vénus, donc ça reste très chaud quand même. D'autres preuves un peu moins directes viendraient de différences dans l'état de la surface, donc des roches qui ont l'air plus récentes que d'autres, et moins érodées par exemple, ça on peut le détecter à distance aussi. Et ces roches moins érodées se trouvent comme par hasard sur les pentes des montagnes qui ressemblent à certains volcans. Donc ça aussi c'est un indice que tiens, il y a dû avoir une activité vraiment il n'y a pas longtemps du tout autour de ces volcans. Avec tous ces faisceaux d'indices, et le fait que Vénus effectivement est une planète rocheuse de taille comparable à la Terre, donc on s'attend vraiment au même réservoir d'énergie interne, et donc à une planète a priori active, peut-être pas de la même façon que la Terre, mais en tout cas active à sa façon. Alors revenons à cette atmosphère. Est-ce que tu peux nous la décrire et pour que ce soit plus compréhensible, est-ce que tu pourrais nous faire une espèce de jeu des 7 différences avec l'atmosphère de la Terre? La première différence effectivement c'est la pression. Toute l'atmosphère qu'on a au-dessus de notre tête sur Terre pèse autant que 10 mètres de profondeur d'eau. Sur Vénus, donc au niveau de la moyenne de la surface, on a 92 bars de pression, qui correspond donc à 920 mètres de profondeur, donc 1 km de profondeur sous les océans. C'est tellement différent que le gaz à proximité de la surface se comporte à moitié comme un gaz, à moitié comme un liquide. Si on calcule ses propriétés, que ce soit sa densité, sa viscosité, la façon dont il conduit la chaleur, etc., on tombe sur des valeurs qui sont complètement intermédiaires entre notre atmosphère à nous et un liquide comme l'eau par exemple. Donc si on pouvait marcher à la surface de Vénus, on sentirait à chaque pas qu'on marche dans quelque chose de visqueux, un peu comme dans un pédiluve. En moins fort, mais en tout cas il y aurait vraiment cette impression d'atmosphère visqueuse. Donc bon, ça c'est vraiment la première différence, c'est la pression. La deuxième, c'est la température aussi qui va avec. Je veux dire, c'est le phénomène d'effet de serre qui sur Vénus est vraiment caricaturé par rapport à ce qu'on a sur Terre avec des... Voilà, Vénus sans atmosphère aurait une température pas tellement différente de ce qu'on a sur Terre. Elle serait un peu plus chaude par sa proximité au Soleil, mais ça se compterait avec quelques dizaines de degrés de plus. Le fait qu'il y ait 450 degrés, c'est vraiment dû à l'effet de serre de cette atmosphère écrasante. Autre différence majeure, j'allais dire la façon dont l'atmosphère, ce qu'on appelle la dynamique atmosphérique.
Donc la façon dont les vents se répartissent sur la planète est très différente entre Vénus et la Terre. Ça, c'est principalement causé par des différences de rotation. La Terre est une planète à rotation rapide, donc tous les 24 heures on fait un tour complet. Vénus fait un tour sur elle-même, par rapport aux étoiles lointaines, en 243 jours. Donc si on voulait sur Vénus, on pourrait éventuellement, en faisant un petit footing, réussir à dépasser le crépuscule et se maintenir comme le Petit Prince toujours au niveau du coucher du soleil. Parce qu'on avance de quelques dizaines de kilomètres/heure maximum au niveau de l'équateur. Et ça a une grosse influence sur la façon dont le gaz se met à tourner autour de la planète. Sur Terre, on sait à peu près comment ça se passe parce qu'on voit des photos satellites. On a des formes un peu spiralées qui sont causées par l'équilibre entre les différences de pression et ce qu'on appelle la force de Coriolis, qui est une force en fait, on va dire un peu d'entraînement due à la rotation de la planète. Sur Vénus, cette force d'entraînement, elle est vraiment extrêmement faible. Et donc on n'a pas du tout la même forme de météorologie. On a une circulation à beaucoup plus grande échelle, qui se fait vraiment entre l'équateur et le pôle, et qui se superpose du coup pour répartir la chaleur aussi bien que possible sur la planète, à une rotation énorme, qu'on appelle une superrotation. Donc autant la planète solide tourne lentement, autant l'atmosphère autour tourne vite par rapport à la planète, et fait le tour complet au niveau des nuages en 4 jours seulement. Ce qui correspond à des vents par rapport à la surface qui seraient à 300-350 km/h, en permanence. Mais la surface est si loin en dessous que quelque part c'est pas grave. À la surface de Vénus, les vents sont très très faibles. L'atmosphère est trop visqueuse de toute façon à grande profondeur pour permettre des vents très rapides. Ça ressemble plus à un courant d'une rivière qu'à un fleuve. En fait, l'analogie qu'on pourrait faire, il faudrait la faire entre l'atmosphère de Vénus et les océans terrestres. Beaucoup plus qu'entre l'atmosphère de Vénus et l'atmosphère terrestre. En termes de masse, d'importance, d'inertie, etc., l'atmosphère de Vénus est vraiment en bas comme un océan et en haut comme une atmosphère. One of the biggest breaking stories in recent times is breaking to the world just now that scientific research for the first time has detected life on the planet Venus. Il y a quelques semaines, une publication est parue disant que des chercheurs et des chercheuses avaient détecté une molécule qui s'appelle la phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cette phosphine ? Alors la phosphine, c'est une molécule assez simple, hein. C'est un atome de phosphore et 3 atomes d'hydrogène. C'est un peu la molécule jumelle de l'ammoniac, où on a un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène. La phosphine, pour nous, il faut voir que c'est pas du tout un gaz sympathique. C'est un poison violent pour les formes de vie qui ont besoin d'oxygène. Il interagit avec le métabolisme de l'oxygène et provoque un étouffement et la mort à des concentrations assez faibles. Alors, où on trouve ce gaz sur Terre ? Eh bien, on le trouve justement synthétisé par des formes de vie qui n'aiment pas l'oxygène, une forme de vie plutôt primitive, hein, donc des bactéries anaérobies, qui vivent dans des environnements donc protégés de l'oxygène terrestre, principalement le tube digestif des oiseaux, et notamment des manchots. Donc voilà, sur Terre, c'est vraiment un gaz qu'on ne peut pas expliquer autrement que par la biologie, et notamment la biologie anaérobie. Alors ce gaz, on le connaît ailleurs dans le système solaire. Il faut voir que ça fait au moins, je dirais, une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années qu'on a mesuré de la phosphine de façon indisputable dans les atmosphères de Jupiter et de Saturne. Mais là, ça ne vient pas du tout comme une surprise, parce que ces atmosphères sont en fait principalement constituées d'hydrogène, et la forme naturelle du phosphore sur ces planètes, ça ne peut être que la phosphine. En gros, la phosphine récupère de l'hydrogène, forme une molécule gazeuse, et voilà comment on capture le phosphore. Et donc sur Vénus, on s'attendrait a priori à trouver plutôt le phosphore sous forme d'acide phosphorique, éventuellement dans les gouttelettes des nuages, qui sont déjà elles-mêmes très acides, donc ils se prêtent à cette concentration d'éléments. Et en tout cas pas sous forme de phosphine. Et donc, comment explique-t-on la présence de phosphine si elle est avérée dans l'atmosphère de Vénus ? Pour répondre vraiment directement à la question, comment on explique la phosphine ? La réponse honnête à l'heure actuelle, c'est on ne l'explique pas. Mais je veux dire, avant même d'expliquer cette phosphine, le premier enjeu, à mon sens, c'est vraiment de confirmer cette présence, parce que l'article qui présente cette découverte de phosphine est extrêmement controversé dans sa méthode. Il isole une partie extrêmement étroite du spectre, en filtrant tous les signaux parasites, et en ne gardant que ce qui pourrait être de la phosphine, mais sans attribution claire de ce signal à la phosphine. L'argument le plus convaincant est que ce défaut dans les spectres
a été observé par 2 instruments différents. C'est un peu léger comme niveau de preuve étant donné les implications. Je connais beaucoup de spécialistes du domaine submillimétrique qui ne sont pas du tout convaincus par le traitement initial pour isoler cette contribution par rapport à tout le reste du signal. Donc avant de pouvoir vraiment faire consensus là-dessus, il faudrait, à mon sens, une détection complètement croisée dans d'autres domaines de longueur d'onde. Alors le domaine le plus prometteur, ce serait probablement le domaine infrarouge, qui est celui qui est utilisé régulièrement pour justement mesurer la phosphine sur Jupiter ou sur Saturne. Parce que si ça se trouve, la raison pour laquelle on ne réussit pas à expliquer la phosphine, et la raison la plus simple de l'expliquer, c'est de dire qu'il n'y a pas de phosphine. S'il n'y a pas de phosphine, dans ce cas-là, il n'y a pas à l'expliquer et tout va bien. Après, si la phosphine est avérée, là oui, ça pose un problème de compréhension. Donc soit il y a un mécanisme chimique qu'on néglige jusqu'à présent et qui pourrait créer cette phosphine. J'ai vu un autre article qui est sorti assez récemment et qui essaye d'expliquer la présence de phosphine par des émissions volcaniques, donc qui perturbent la chimie de l'atmosphère et qui pourraient injecter du phosphore sous forme de phosphine au moins transitoirement. Une autre chimie qui est très mal connue et qui pourrait être aussi investiguée, c'est la chimie causée par le passage des éclairs d'orage. En dernier recours, essayer effectivement dans ce cas-là de dire si c'est une production par des organismes extrémophiles, quelle quantité de bactéries serait nécessaire pour le faire. Alors ça remet Vénus un peu sur le devant de la scène au sens large. Alors il y avait déjà des projets d'exploration vénusienne en route. Le plus certain, c'est la prochaine mission à coup sûr vers Vénus sera lancée par l'agence spatiale indienne. Donc ISRO, ils ont déjà lancé effectivement un satellite autour de Mars et ils veulent renouveler l'exploit autour de Vénus. Donc là, le décollage devrait être prévu normalement pour, il me semble, autour de 2025. Et qui contient entre autres un spectromètre qui serait tout à fait capable de mesurer la phosphine et qui serait d'ailleurs construit en une collaboration entre la France et la Russie. Une autre mission en compétition pour Vénus serait une mission cette fois-ci avec un lander, la mission Da Vinci, qui comporterait donc effectivement à la fois un orbiteur pour faire un relais un peu des ondes radio et une sonde de descente qui ferait des prélèvements dans les nuages et donc qui pourrait éventuellement regarder s'il y a de la chimie complexe dans ces nuages et notamment s'il y a de la phosphine par exemple. Et se poser au sommet cette fois-ci non plus dans les plaines volcaniques mais sur ce qui ressemble à d'anciens continents vénusiens. Je dis bien ce qui ressemble à des continents parce qu'on n'a jamais encore mis le pied dessus, mais ce sont des zones plus élevées et qui semblent avoir une géologie différente qui correspondrait davantage au continent terrestre. Eh bien, un grand merci Emmanuel pour avoir répondu à toutes mes questions. C'est moi qui te remercie, voilà. Moi je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout à vous abonner à la chaîne. Faites tourner la vidéo si elle vous a plu sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas aussi de vous abonner au compte Instagram de String Theory pour de la science et du fun tous les jours et moi je vous dis à très vite pour un nouvel entretien de spatialiste. À bientôt.